boudoir. Ah, Bréfort, c'est notre père à tous. Il était camelot, il vendait sur le marché des couvertures, puis il vendait des coupons de tissu, 3 mètres de tissu, il y avait qu'un mètre 20 plié savamment sur l'avant-bras. Il était chauffeur de taxi, il avait des moments creux, il écrivait des petits poèmes, des petits haïkai, des petits contes comme ça, et il envoyait ça au Canard enchaîné. Et on a commencé à les publier sans le connaître, sans le connaître. Et il est venu nous voir un jour. Et il est resté. Or, le truc extraordinaire, c'est que, privé de ses racines ambulantes, il est resté le même. Il était extrêmement drôle. Sauf qu'il essayait toutes ses plaisanteries sur vous en attendant de voir comment vous alliez réagir. Puis il recommençait 3 fois, et à la 3e fois, ça rendit. Jean Héguen. Moi, j'ai passé des journées entières avec lui. Il commençait à parler à 2 heures, il parlait jusqu'à 8 heures du soir. Il parlait, il jouait, il criait, il chantait, il se roulait par terre pour me raconter des histoires. Il vivait les histoires qu'il racontait. C'était vraiment un phénomène, un joyeux vivant. Quand Traîneau, qui avait une tendance à être sérieux, était absent, il faisait l'éditorial du Canard enchaîné, pas sur la politique, par exemple, il a fait, je me souviens, sur 6 colonnes, un éloge du café filtre. Il avait fait un conte dans le Canard enchaîné qui s'appelait Les harengs terribles. De ce conte, pas les frères Jacques, le grenier Hussonneau a tiré un petit spectacle de cabaret. De ce spectacle de cabaret, on a tiré une pièce qui s'appelait Irma la Douce, et Irma la Douce, on a tiré un film. Et il disait, je suis le seul barbeau autorisé, j'ai une pute qui fait le tour du monde et c'est légal. Bon, le succès lui allait bien. Alors, le pauvre, il s'était mis un peu à l'abri en Suisse, où il s'embêtait. Il habitait rue Nestlé. Un collaborateur de base du Canard enchaîné qui habite rue Nestlé. Alors bon, il a donné ses lettres de noblesse au calembour, quoi, comme dirait Bréfort, quoi. C'est resté, quoi. Par l'espèce d'atmosphère à la belle figure. D'être utile, encore une fois, directement, à la France. Française, Français, aidez-moi. L'Algérie se révoltait, enfin les généraux, les soldats perdus, vous vous rappelez. Eh bien, il était là, il a fait une allocution, et il a terminé son allocution aux Français par « Aidez-moi ». Il a eu un sanglot. Il était parfaitement truqué, son sanglot, c'était évident, mais il était bien fait. Il faut dire, à mon avis, De Gaulle était un acteur de la trempe de Rému. Plus fort même que Rému. Quand il apparaissait à la télévision, c'était sur une musique de Lully ou de Lalande. L'AFP annonçait le soir qu'il regagnait ses appartements privés. Tout son entourage, enfin ses ministres, avaient un comportement de courtisans, comme j'imagine l'avaient les courtisans de Louis XIV. Alors c'est là-dessus qu'on s'est mis à raconter, moi avec une plume d'oie et Moisan avec un crayon, on s'est mis à raconter les péripéties de la cour. De Gaulle, pour moi en tout cas, était un personnage que l'on pouvait non seulement caricaturer, mais on pouvait lui faire exprimer tout. Le roi martyrisait son premier ministre, qui était M. Debray, qui avait tout du Saint-Sébastien. J'appelais Monsieur le Prince, parce que c'est lui qui avait parlé un jour des princes qui nous gouvernent, et il était devenu Monsieur le Prince. Et alors le roi lui dit un jour, bon, allons nous promener, il l'emmène au bois de Boulogne, et puis il prend une barque et il met Debray à la rame, et il lui demande de s'avancer au large. Si c'était... Et puis au bout d'un moment, il dit d'une voix très douce, c'est grammé mon ami, je vais faire quelques pas pour me délasser, et puis il s'est avancé sur les eaux. Et puis ça s'est vendu à 180 000 exemplaires, ce qui était un best-seller. Ça avait fatigué un peu les amis de Gaulle, pas de Gaulle, mais les amis. Quelqu'un avait demandé la saisie de ce livre, qui était une lèse-majesté, comme on ne peut pas imaginer. De Gaulle a dit « Non, si on le saisit, il se vendra sous le manteau. Eh bien, je n'aime pas être vendu sous le manteau. »
C'est parce qu'il y a une chose, une caricature, un article, quelque chose qui est dur pour De Gaulle. Alors là, on hésitait beaucoup, on lui donnait tous les journaux, mais pas le Canard. Alors, il compulsait les journaux, il revenait et il disait « Mais je n'ai pas le Canard enchaîné. » Oui. Ah, on disait « Il le réclame alors, on lui donne. » Il le prenait et il allait dans son bureau pour lire. Il tenait le Canard et disait « Voyons, que dit ce volatile ?» Mais je dois dire que quand même que des acteurs comme ça, on en voudrait. Même dans le gouvernement, au moins qu'on lutte contre des gens qui valent la peine. Maintenant, on lutte contre des guignols. Avec De Gaulle, le Canard a trouvé un personnage à sa mesure. Et c'est sous son règne qu'il célèbre ses 50 ans. Il a retrouvé sa bonne santé, avec un tirage voisin de 400 000 exemplaires. Ont du mal à marcher. Il y a quelques années, ceux qui nous gouvernent ont fait une découverte tout aussi importante. Ils ont pensé. La preuve que les automobilistes sont ronds, c'est qu'ils roulent. Pour l'automobiliste, c'est déprimant. Surtout qu'il y a forcément des injustices. Parce que les gendarmes, eux, c'est pas souvent qu'ils soufflent. Et pourtant, il y en a parfois qui font de ces imprudences. Quand on les voit dans les fêtes de la gendarmerie, à 4 sur une moto, un sur le siège, les autres debout sur ses épaules, pour faire de telles singeries, il faut bien avoir un petit coup dans l'aile. Et ils font ça les bras en croix, sans tenir le guidon. Eh bien, il y a un bon Dieu pour les ivrognes, il n'y en a pas un qui tombe. En 1956, Traîneau entend le chansonnier Charles Bernard au théâtre de 10 heures. Il lui propose de faire des comptes pour le Canard. Je suis venu d'Espagne, sans papier, sans rien, enfin, en fouillant Franco. Et j'ai travaillé comme manœuvre dans le bâtiment. Je suis tombé dans l'échafaudage. Et le médecin qui m'a soigné, parce que j'ai travaillé comme maçon, m'a recommandé d'aller au Canard présenter un dessin que j'avais apporté d'Espagne qui s'appelait La Corrida Franquiste. Vasquez de Sola. Je suis allé au Canard, j'ai présenté ça, j'étais très bien reçu. Par qui à l'époque? Par Traîneau, à l'époque. Et on m'a payé royalement, c'était vraiment... J'étais très heureux. J'ai apporté des dessins, mais je n'étais pas très au courant de la politique française, bien sûr. Je venais d'arriver, je n'étais qu'un pauvre petit maçon. Et j'ai dû quitter moi-même. C'est-à-dire qu'il voulait que je reste, mais à moi, ça me faisait un peu honte de toucher sans apporter quand même quelque chose. La deuxième fois que je suis parti du Canard, c'était précisément pour ça. Parce que j'avais présenté cette caricature de Brassens, que c'était une guitare, que c'était imaginé Brassens. Et ça m'avait été refusé par Traîneau. Ça avait été refusé parce qu'il disait pourquoi tu ne dessines pas comme tout le monde. et puis à la mort de Brassens, cette caricature, je l'ai ressortie, ça a été publié. Il a fallu aussi faire des tirages parce que les gens ont demandé, faisaient des photocopies de cette caricature. Que la moitié de la France a, parce que, enfin, et même au Canada, ça a beaucoup plu. Nous sommes rencontrés au buffet de la gare de Genève, et Traîneau, très spontanément, m'a demandé d'envoyer un dessin déjà représentatif de mon travail au Canard comme invité de la semaine. Jean Leffel. Du fait que c'est à Paris et qu'il y a du parisianisme également, il faut être dans le coup. Et c'était très difficile pour moi. Un dessin que j'envoie, c'est la légende, et surtout au Canard enchaîné. Ça peut être le plus beau dessin de la Terre. Si la légende ne correspond pas à ce qu'ils attendent, ça passe à la corbeille.
Kozak, le troisième dessinateur métèque engagé par Traîneau. Traîneau fait dessiner dans le Canard de nombreux caricaturistes. Raoul Cabrol, inimitable dans ses portraits-charges et ses grosses têtes. César Garcia, créateur de Malabar, qui n'avait rien de commun bien sûr avec Qui vous savez. Pourquoi dans les années 60, les dessinateurs du Canard se retrouvent-ils en première page du journal Nice Matin? Vous êtes à l'occasion du carnaval de Nice, tous les ans. Oui, on allait faire la poisse sur place, puis on allait bouffer le pognon à Nice. Et les dessinateurs allaient au Canton, la maison de Nice où Traîneau s'était installé pour raison de santé, et d'où il continuait à diriger la rédaction du Canard. Un événement historique l'oblige à revenir travailler quelque temps à Paris. Mai 68. De Gaulle, un homme se penche sur son pavé. L'année suivante, sa maladie nécessite une hospitalisation. Son fils se souvient de ces moments-là. Il est rentré à l'hôpital américain et pour une opération d'urgence, ce qui ne l'a pas empêché de faire le dernier numéro du Canard depuis son lit, depuis sa chambre. Et ensuite, le lendemain de son opération, la première chose qu'il m'a demandé, c'était le Canard. En décembre 1969, cet homme de fer et de cœur, comme l'écrit André Ribot, meurt. Madame Maréchal, mère du Canard, avait disparu aussi. Un nouveau directeur est élu en 1970, André Ribot, pseudonyme de Roger Fressos. Sous De Gaulle, enfin, il y avait des abus, mais il les tenait, on avait un petit peu peur du général. Et puis alors, il s'est instauré après la rigueur de la cour, il s'est installé un peu des mœurs de régence. Alors c'était le moment où la guerre d'Algérie finie, on a commencé à industrialiser la France, à construire, et ça a été l'occasion, ça a été la grande période non seulement des affaires, mais de l'affairisme. Dire que les personnages que nous avons maintenant, je ne fais pas de distinction entre la gauche et la droite, en ce moment c'est la même chose. C'est trop pâle pour faire un grand dessin sur ces gens-là. Ils n'existent pas. Ils n'existeront pas. Ils sont complètement perdus dans l'histoire, ces gens-là.